Covid. Donc il y a 3 ans, ça avait eu un certain succès, mais cette fois-ci, alors, c'est le bouquet. C'est ça. Voilà. Alors l'eau, au-delà de la curiosité de savoir, eh bien, la grotte du banquier, jusqu'où ça va, quelle quantité d'eau il y a, tout ça, c'est aussi un enjeu majeur. C'est d'avoir une connaissance de ce qui se passe, des réserves en eau, de la façon dont ça se reconstitue. Vous savez que pour tous les territoires et dans l'avenir, l'eau sera une vraie problématique. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Jean Camplot, qui va vous dire quelques mots. Et puis Arnaud Lebeuz, enfin, à la fin du film, qui est le directeur à la communauté de communes du service eau et assainissement, vous donnera également quelques précisions techniques. Voilà, écoutez, bon film. Bonsoir à tous. Alors, là, c'est vrai que, comme me dit M. Rocky, on a doublé le nombre de personnes par rapport à il y a 3 ans. Du coup, alors moi je suis Jean Camplot, je fais partie de l'association Larzac Explo, qui est porteuse du projet sur la grotte du Banquier qu'on a commencé en 2017. Alors je ne vais pas m'étaler parce qu'on me reproche des fois de trop parler. Alors, donc du coup, je ne vais pas m'étaler trop. Vous allez le découvrir dans le film. Mais voilà, les associations Larzac Explo et Céladon sont conventionnées avec la communauté de communes l'Aude-et-Bois et Larzac et le service des eaux intercommunales pour mener des recherches et des investigations en matière de spéléologie, enfin de cavernes. Et comme vous le savez, sans l'eau, il n'y a pas de caverne. Donc à partir de là, c'est le début des rivières. Elles sont d'abord souterraines avant d'être celles que vous voyez. Voilà. Donc la grotte du Banquier, c'est la cavité majeure du lot des Voies-Larzac, enfin de la zone qu'on étudie. C'est une cavité qui fait presque 13 km de développement et qu'on a commencé à retopographier. Alors la topographie, vous la verrez tout à l'heure, on l'a cachée exprès là-bas derrière les draps pour pas que les spéléos s'agglutinent autour. Donc du coup, vous la verrez, la topographie, c'est la cartographie en fait souterraine de la cavité et qui nous permet un petit peu de voir où vont les galeries et grâce à ça, on peut dresser des hypothèses sur les cours d'eau, sur l'origine de l'eau et comme l'expliquait très bien Monsieur Rocky, l'eau c'est un enjeu majeur pour aujourd'hui, surtout pour demain. Donc à partir de là, nous spéléologues, notre mission elle est d'apporter la connaissance et aussi d'apporter l'information à la communauté spéléologique, mais aussi à la collectivité qui en demande. Voilà. Donc plutôt que de faire une conférence où il y a plein d'intervenants qui viennent un peu, des fois un peu soporifiques, on s'est dit, comme ça fait 5 ans qu'on est sur la grotte, on a fait plein d'images, on a fait plein de films. Donc c'est un film qui est réalisé par Isabelle et Eric Aubert qui sont dans la salle et que je remercie par avance. Donc en fait, c'est un petit film qui va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait à la grotte du Banquier depuis 5 ans, pourquoi on l'a fait. On a essayé de l'expliquer. Et à l'issue du film, il y aura la possibilité de poser des questions. Il y aura quelques intervenants. Laurent Guizard qui sera avec moi et qui est président de l'Arzac Explo. Il y aura Arnaud Lebeuz et Mathieu Catala pour le service des eaux et l'intercommunalité. Il y aura Nicolas Liénart du conseil départemental de l'Hérault qui est là et qui est l'hydrogéologue. Il y aura Philippe Vernant qui s'est proposé gentiment, enfin donc que j'ai obligé gentiment à être là pour répondre à vos questions en termes de tout ce qui est formation au niveau de la cavité. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, déjà ça sera pas mal. Vous pourrez poser vos questions aux divers intervenants à la fin du film. Bonne exploration alors de la grotte. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne sera pas avec nous ce soir parce que quand on a organisé cette projection, on s'est un peu trompé dans les dates. C'est Franck Vasseur qui s'occupe de toute la partie plongée qui est de l'association Céladon et qui en fait est en stage dans le Lot. Donc il est avec nous par la pensée, mais vous allez le voir parler. Donc du coup, il va vous expliquer ce qu'il a vu sous l'eau. Voilà, bon film.
suis Jean Campeau, je suis membre de l'association Larzac Explo, et qui est porteuse de projets banquiers depuis 2017 avec l'association Célado. Donc Mathieu Catala, voilà, chef de projet GEMAPI, voilà, des communes. Ouais, et donc cette opération elle n'est pas faisable sans la communauté de communes. Alors pourquoi la communauté de communes s'est intéressée à la grotte du Banquier? Enfin, pas que. Pas que. Alors il y a plusieurs vecteurs. Le premier, c'est une compétence qui est devenue obligatoire en 2018, la fameuse compétence GEMAPI. GEMAPI pour gestion du milieu aquatique et prévention des inondations. Donc une compétence qui amène les collectivités territoriales à se pencher à la gestion des milieux aquatiques sur leur territoire. Et les grottes font quand même partie du milieu aquatique. Les grottes font partie du milieu aquatique. Dans ce sens-là, donc les sources de l'Avocat, la Bergère, l'eau qui coule dans le Banquier, c'est l'origine de nos cours d'eau sur le lot des voies à Larzac. Donc cette GEMAPI nous amène à entretenir, à mener du bon état écologique sur ces cours d'eau. Donc quand on réfléchit à ces questions-là, forcément on se penche aussi au milieu souterrain et à l'origine de toutes ces cours d'eau. Nous, la grotte du Banquier, on l'a exploré, on a commencé à explorer en 2017. Donc j'ai envie de dire, bon, on avait un petit peu besoin de moyens logistiques et financiers. Donc à un moment donné, on ne va pas se mentir, la communauté de communes a joué ce rôle-là aussi. Ben, c'est ça, le partenariat qu'on a fait ensemble, ça a été pour la collectivité d'aller chercher des compétences qu'on n'avait pas nous en interne. Donc la compétence d'aller sous terre, de faire de la topographie, d'aller de faire des traçages, Des plongées aussi. de faire de la plongée souterraine, encore plus. Donc c'est des compétences qu'on n'avait pas. Donc c'est comme ça qu'on a structuré un peu notre action sur la GEMAPI, sur la meilleure connaissance du karst. C'est d'aller chercher des partenariats, des compétences extérieures qu'on n'avait pas nous forcément. Le partenariat aussi avec le service hydrogéologie du département. Ouais. Donc là, tout ça, l'image d'aller chercher des compétences qu'on n'avait pas forcément pour aller structurer notre action sur ce nouvel univers que la communauté de communes Lot des Voies à Larzac n'avait pas encore traité. Alors voilà. En plus, il faut savoir que l'Odève est une terre de spéléo depuis 1889 et que tout ça, ça amène à énormément de connaissances il faut synthétiser un petit peu. Donc il y a des projets en cours, il y a d'autres partenariats avec le BRGM, avec la faculté de Montpellier qui sont là. Et ça s'appelle comment en fait tout ça? Pour tous ces partenariats, même pour toutes ces actions, on a essayé de mettre de la méthodologie. Donc cette méthodologie, elle s'organise autour d'un observatoire des milieux à l'échelle du lot des voies à Larzac. L'objectif de cet observatoire des milieux, c'est de mieux connaître nos milieux naturels, de suivre et d'évaluer les actions qu'on met en place sur les milieux naturels, et ensuite d'avoir un outil d'aide à la décision aussi pour les élus du territoire. Et dernière action, on va sûrement en parler, c'est le changement climatique. Ah oui. Donc l'objectif de cet observatoire des milieux et de toutes les actions qui vont s'inscrire là-dedans, c'est de suivre le changement climatique en Lot des Voies à Larzac. Donc ça, c'est notre cadre général. Dans cet observatoire des milieux, on a ce qui s'appelle l'observatoire du karst. Et c'est là où donc, nos partenariats s'inscrivent, puisque les milieux naturels du Lot des Voies à Larzac, ils sont variés. Il y a une entité spécifique là-dedans, qui est le karst, donc le plateau du Larzac. Et donc toutes nos actions là aujourd'hui s'inscrivent dans cet observatoire du karst. Là, c'est quand même les spéléologues qui sont... Et c'est là où on vient chercher vos compétences, celles de l'hydrologie au département, des compétences spécifiques qu'on n'a pas forcément.
l'entrée de la grotte du Banquier. C'est une cavité qui est située dans la commune de Saint-Étienne-de-Gourgas. Et là, on est voilà, devant une des 3 entrées de la cavité, parce qu'il y en a 3. Il y a l'entrée naturelle, l'entrée artificielle qui est une trentaine de mètres au-dessus, puis il y a la grotte de la Loze qui est située dans la vallée de Parlage et qui permet d'accéder à une grosse partie du réseau. Voilà, donc cette cavité, elle a été découverte dans les années 30 par Paul Rudel, qui était un local de l'étape, qui était un érudit vivant à Saint-Étienne-de-Gourgas, qui a fait pas mal de choses pour le village en termes de connaissances. Et puis cette cavité, ça fait 90 ans qu'elle est au cœur un petit peu des explorations héroltaises, parce qu'elle est quand même la cavité la plus majeure ici à l'Odève, dans la région de Bulots-des-Bois. Et c'est une cavité qui s'étend aujourd'hui sur 12 700 mètres. Et donc son historique, le retracer, c'est un peu compliqué parce que il faudrait rentrer dans les détails. Alors, il y a plein de gens, on parle de Paul Rudel en 1933, qui a été secondé dès 1934 par le groupe Valo qui était basé à l'Odève avec Albert Poujol, Charles Bessières, Amédée Caillard et Robert de Joly qui est quand même venu ici à la grotte du Banquier pour faire la partie entre guillemets scientifique de l'époque. Voilà. Alors il y avait déjà un petit conflit naissant entre le groupe Valo et Robert de Joly parce que chacun tirait la couverture de son côté quant à la découverte, un peu en occultant Paul Rudel. Alors voilà, nous Paul Rudel, on l'a gardé dans nos mémoires et on a nommé une des galeries de la cavité à son nom parce que c'est quelqu'un qui a quand même compté dans le paysage local. La grotte, elle a été explorée ensuite en fonction de l'évolution aussi des techniques spéléologiques. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les techniques évoluaient, il y avait des choses qui pouvaient se faire dans la cavité. Et donc dans les années 50-60, il y a le Spélo Club de Montpellier, à section Lodève, qui a exploré le réseau Nourrit, qui est un réseau qui est très proche de l'entrée. Et dès 1970, c'est le GERSAM, donc le groupe d'études et de recherche spéléologique et archéologique de Montpellier, qui a œuvré sur la cavité et qui en a découvert une des plus grosses parties. L'action Banquier, elle est majeure dans l'idée de la communauté de communes Lot-des-Bois et Larzac. On a le service des eaux du Lot-des-Bois et Larzac qui est venu nous voir après la première conférence qu'on a fait sur Banquier en 2019 à Saint-Étienne-de-Gourgas pour nous dire bon voilà, nous on a besoin de connaissances du karst. Donc ils ont créé un observatoire du karst, un observatoire des milieux. Alors c'est animé par un technicien et en fait le but il était de quantifier et comprendre la ressource en eau. 1 pour l'avenir, 2 dans l'action immédiate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est venu nous trouver en nous disant vous êtes ceux qui pouvaient nous donner l'information. Il m'a dit oui mais attends, c'est qu'on n'a pas l'information. Parce que le milieu spéléo, il est un peu dur, quoi. Il ne faut pas se mentir, ça fait 30 ans qu'on est spéléo. Pas Alexis, parce que 30 ans, ça ne serait pas son âge, mais bon. Mais ça fait 30 ans qu'on est spéléo tous les deux et on connaît très bien le milieu spéléo. On sait très bien que c'est compliqué d'avoir de l'info. Donc on s'est dit, ok, nous on est prêt à vous donner l'info, mais on va aller la chercher parce que on n'est pas. Et ce but de l'Observatoire du karst, au travers du budget GEMAPI, qui permet de faire tout ce qu'il faut autour des rivières, autour des cours d'eau, autour de l'eau. C'était un peu de quantifier la ressource dans le but d'avoir des points stratégiques au niveau de l'eau pour les générations futures. On ne va pas se mentir, avec le réchauffement climatique, dans 30 ans, il y a de la vigne sur le Larzac. C'est-à-dire qu'à la Vacquerie, un jour, on mangera du raisin qui poussera dans la plaine de Saint-Maurice de Navasset. Il ne faut pas se mentir, c'est la réalité. On le voit bien avec des actions comme la Pyrale, on voit bien comme les sécheresses qu'il y a à l'heure actuelle. Bien sûr qu'il y a des choses qui changent.
but de cette action, la création de l'Arzac Explo, et Céladon est venu se greffer là-dessus, c'est que le but c'était de quantifier la connaissance et la ressource en eau potable pour les générations futures. Faire un focus sur un territoire, sur une zone donnée. Donc il y a 6 grandes zones qui sont autour de l'Odève, parce que l'Odève c'est une ville majeure avec une population qui grandit et qui dans 30 ans ne sera plus la même qu'aujourd'hui. Alors je parle de l'Odève mais je parle aussi des alentours. Sur le territoire de la communauté commune Lodévois et Larzac, qui représente à peu près, je crois, 22 ou 23 communes, on m'excusera si je me trompe, mais on a 2 captages qui alimentent l'ensemble de la population. Voilà, donc on a la source du Pérol qui est dans la vallée de l'Oroux et les avins de Bouquelor et de Jacarlandier qui sont sur le plateau du Larzac qui alimentent toute la partie haute. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics, et ça on peut s'en féliciter quand même, parce que c'est qu'ils ont pris l'action à l'envers en disant pour aménager un territoire, on va essayer de connaître notre territoire. Et nous, on joue cette action-là. On joue cette action-là, c'est-à-dire que le spéléologue, enfin, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le spéléologue, il va donner l'information sur la ressource. Il va donner et ça va permettre. Il va aussi permettre d'aller la chercher. D'aller la chercher. Et là-dessus, ça permet de donner une action claire et précise sur l'état des connaissances. Et grâce à ça, on a fait des découvertes. Je pense à la veine des perles, je pense à la perte de Saint-Pierre-de-la-Fage, où on a fait des nouvelles découvertes et qui permettent d'alimenter cette connaissance-là. C'est pas pour s'attirer les foudres de gloire, c'est parce qu'on met à disposition la connaissance pour qu'on puisse créer des périmètres de protection rapprochés autour des sources captées et qu'à un moment donné, on quantifie la ressource. Donc le technicien du syndicat intercommunal des eaux de l'Odève et de la communauté de communes en parlera mieux que moi, mais à la sortie, le volet qualitatif, le volet quantitatif, le volet protection ressources, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui nous permet de nous, en tant que citoyens aussi, parce qu'on mène cette action aussi en tant que citoyens. Certes, le sport, on s'en sert comme un moyen d'arriver à la connaissance, mais notre but, à Laurent, Alexis, à moi, au sein de l'Arzac Explo, c'est de faire quelque chose qui nous permette de connaître un petit peu plus ce sur quoi on est, quoi. C'est-à-dire, je dirais, l'eau qu'on boit au robinet, quoi. En fait, finalement, c'est cette eau-là, on ne sait pas d'où elle vient. Moi, quand on me dit à l'Odève, on ne sait pas d'où vient l'eau qu'on boit, j'ai envie de dire, nous, on peut essayer du moins de comprendre hydrogéologiquement, géologiquement, que cette eau, elle vient de tel ou tel endroit, avec des incertitudes, avec des hiatus de connaissances. Mais à un moment donné, quelque part, ce travail-là, il est dans l'action de protection aussi. C'est pas une action colo, hein. C'est un truc vraiment, il ne faut pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la population, il y a des problématiques de ressources en eau, il y a des problématiques agricoles, il y a des problématiques d'aménagement du territoire, et que là-dessus, on amène la connaissance. On ne fait pas travailler en bureau d'études, on n'est pas une entreprise, on fait à notre niveau, c'est-à-dire notre capacité de pouvoir amener à la collectivité des choses que ni les bureaux d'études ni les entreprises pourraient aller chercher d'une manière ou d'une autre, parce qu'on le fait nous avec passion. Donc, quelque part, si notre passion rend service à la collectivité, alors à ce compte-là, j'ai envie de dire, on est comblé. Une idée au fin fond du Kyrgyzstan. Là, le Kyrgyzstan, il faut savoir, c'est un désert en plein milieu, pas très loin de l'Himalaya. Donc on s'est retrouvés en expédition spéléologique tous les deux. On va se dire, tu connais la grotte du Banquier? Je dis, oui, je connais la grotte du Banquier, j'y ai travaillé en 2000. Il me dit, moi aussi. Je dis, t'as une topo? Non. Donc du coup, on a cherché un petit peu cette topo, puis on s'est aperçu qu'elle n'existait pas, sur laquelle on avait travaillé tous les deux. Et donc du coup, on a fait le pari de réunir humainement suffisamment de gens pour pouvoir arriver à faire une synthèse de cette grotte, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est placée stratégiquement sur un territoire
qui est demandeur de cette connaissance-là, et qu'il n'est pas question que pour X raisons, il n'y ait pas de diffusion de l'information concernant telle ou telle cavité qui n'appartient en aucun cas aux spéléologues qui la découvrent. Ils font partie de l'histoire d'une grotte, mais ils n'en sont pas propriétaires. Donc à partir de là, on est parti sur cette idée-là en disant, nous, peut-être on ne découvrira pas grand-chose, ce qui est le cas, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'a pas découvert grand-chose. On n'a pas fait plus que nos aînés, on n'a pas fait plus que ce que nous autres avions fait aussi en première avec les autres clubs en 2000, parce qu'on a fait partie des explorateurs aussi. Mais derrière, on s'est dit, une synthèse comme ça peut servir aussi au pouvoir public. Dès 2019, on a créé l'Arzac Explo, qui est la structure avec Céladon, donc de Franck Vasseur, qui ont porté le projet depuis. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on a appris grâce à ça? On a quand même eu pas mal d'aides aussi, concernant la logistique. Et puis, voilà. Ça nous a permis de s'atteler à des projets un peu plus majeurs, Ouais. par des moyens techniques, avec des hydrogéologues. Voilà. On a le conseil départemental de l'Hérault aussi, qui est partenaire du projet banquier. Il y a le Spélo Secours du Gard qui a amené tous les moyens techniques sur la réalisation des pompages du pompage de 2021 et du pompage de 2022 qui ont permis d'explorer plus loin, enfin du moins de topographier plus loin. Et puis voilà, il y a l'entente plongeur spéléologue, quoi, qui fait que grâce à ça on a pu mener de front deux actions complètement différentes avec une partie plongée et une partie spéléo, parce que la grotte permet ça. Il y a une branche nord qui est totalement spéléo, pardon. Et il y a aussi une branche est qui est totalement noyée. Donc on a vraiment fait ce travail en commun avec Céladon. On en est à combien de sorties? Voilà. Il y a une centaine de sorties. Voilà, une centaine de sorties sur 5 ans. Topo, désobstruction, exploration, plongée, portage, photographie, film, voilà, pour que plus jamais une cavité dans l'Hérault ne soit mise dans l'oubli. Et qu'on n'oublie pas qu'à un moment donné, le spéléologue, il a cette mission-là. Au-delà du sport, très honorable, il a aussi, comme son nom l'indique, parce que spéléologie, c'est étude des cavernes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le spéléologue, il ne fait pas que du sport, il fait aussi de l'étude de cavernes. Voilà. Et qu'à un moment donné, je pense qu'on essaye, nous, à notre niveau, bien évidemment, de montrer que techniquement, on a cette possibilité-là aussi en spéléologie. PC de Jocelyn, affirmatif, je gère de ce côté-là. Terminé. Tableau électrique. Je répète, il faut inverser les phases sur le tableau électrique. Terminé. Ouais, le tableau électrique là-haut. PC de téléphone 2, Fred confirme que c'est bon. Super, merci. On remonte, on va chercher les blocs, on va plonger. Donc vraiment, le banquier, c'est 5 ans d'aventure humaine. C'est un projet, ouais. Et on a toujours eu du monde, quoi. C'est-à-dire que du moment où on a ouvert l'action, on a toujours eu du monde qui est venu. Et des spéléologues de tous bords, quoi. Enfin, dire de tous les l'Hérault, du Gard, de l'Ariège, de la France, enfin de partout. Et on s'est retrouvé avec des gens qui disaient moi je sais pas ce que c'est la grotte du banquier. Alors là, mais c'est pas possible. C'est quand même la grotte majeure du coin, quoi. Voilà, et on est venu dans les Grands Cosses et on n'a jamais entendu parler de la grotte du banquier. Donc là, c'est qu'il y avait vraiment un problème de communication.
fois qu'on a déroulé tout le matériel, on est obligé de pomper une première vasque d'eau, qui est ce qu'on appelle la galerie du lac, qui est un lac qui est plus ou moins grand suivant les années en fonction des crues, en fonction de la sécheresse. Donc là on part pour 4-5 heures de pompage, donc on amène la pompe dans ce lac. Et ensuite, une fois que ce lac est asséché complètement, on redéplace la pompe dans le siphon principal. Là, il y a des plongeurs qui la descendent à peu près à 8 mètres sous la surface de l'eau. Et là, on part pour à peu près une quarantaine d'heures de pompage et pour extraire 1400 mètres cubes d'eau qu'on rejette en milieu naturel, par l'entrée, l'exutoire naturel de la cavité. Ça nous permet d'accéder par des galeries assez grandes à tout le réseau de la grotte du Banquier. Et ça nous permet aussi d'être en sécurité tant sur la partie spéléo que sur la partie plongée. Les plongeurs marseillais avec Claude Touloumidjan, dès 1970, œuvraient dans la cavité. Et puis ensuite, il y a eu une première plongée en 1971 et un premier pompage en 1974, voilà, qui a permis la découverte de la plus grosse partie du réseau et qui a amené à peu près à 7 km le développement de la cavité. Ensuite, la cavité est un petit peu tombée dans l'oubli, les techniques ont continué à évoluer, les plongeurs marseillais ont continué à œuvrer à la suite de ce qu'avaient fait les frères Baraille, notamment Daniel Baraille, qui fait partie de l'aventure toujours aujourd'hui, sur lequel ils avaient permis la découverte du siphon 2, du siphon 3, du siphon 4 et du siphon 5, mais qu'ils n'avaient pas plongé. Et c'est les Marseillais avec l'équipe de Patrick Bolagno qui, dès 1995, ont continué les explorations là-dedans.
Je vais pas me pousser parce que je suis trop léger. Décrire la grotte du Banquier, c'est compliqué parce que c'est une cavité qui fait presque 13 km de développement. Mais la particularité de cette cavité, c'est qu'elle a voilà, une partie historique qui est défendue par le siphon numéro 1 qu'on est obligé de pomper en période estivale et qui est explorable toute l'année et qui fait à peu près 1400 mètres de développement passé partout. Ensuite, on a le réseau central qui fait à peu près 3 km de développement, qui comprend le labyrinthe et les grandes galeries jusqu'à l'entrée du siphon numéro 2. Et ensuite, on a le réseau sud avec la grotte de la Loze, le réseau des escargots, le réseau Nourite qui fait à peu près 3 km aussi. Mais dans sa partie la plus lointaine, à peu près à 1300 mètres de l'entrée, on a deux branches bien distinctes avec une partie noyée qui comprend 7 siphons. Et ensuite, il y a la partie nord qui est une partie qui a été explorée dans les années 2000. On a à peu près 3 km à 4 km de galeries dont on a une remontée qui fait plus de 80 mètres. On a des galeries supérieures qui sont concrétionnées, qui sont très belles et ça représente à peu près voilà, 4 km de galeries qui filent vers le nord, vers le hameau de la Roque. Pour arriver à donner une échelle de temps, pour arriver du fond de la grotte à l'entrée, une fois que le siphon est vidé, il faut aller-retour 11 heures à peu près d'exploration entre le trajet aller, le trajet retour et le temps qu'on passe à explorer ou topographier ou voilà, faire les relevés nécessaires scientifiques dont on a besoin pour comprendre le fonctionnement de la cavité.
Bonjour, moi je m'appelle Franck Vasseur, je fais de la spéléologie depuis assez longtemps et je me suis spécialisé dans la plongée souterraine. Et c'est à ce titre que j'ai intégré l'objectif banquier à partir de 2019. Donc c'est Jean Camplot avec qui j'avais déjà travaillé sur le banquier il y a plus de 20 ans, très modestement. Je suis pour topographier le S1 qui m'a proposé d'intégrer le collectif pour le projet à partir de 2019. Et l'objectif était d'aller topographier la branche des siphons qui débute à un peu plus d'1,5 km de l'entrée et qui avait été explorée avec notamment un long siphon un peu profond, c'est le 5e siphon, avec des longs passages entre les siphons où il faut justement crapahuter, porter du matériel et s'organiser pour découpler le matériel puis le réassembler après devant le passage noyé suivant. Donc cette alternance de siphon spéléo qui était un peu particulière, et aussi une distance puisqu'il fallait aller à plus de 3 km de l'entrée pour topographier plusieurs kilomètres de galeries, dont une pour partie inondée. Donc pour mener ce projet à bien, on pouvait pas le faire tout seul forcément, puisqu'il fallait être à plusieurs dans la cavité. Puis l'objectif n'était pas uniquement de topographier, il y avait également des relevés de mesure avec une sonde embarquée, et aussi le projet de faire de la vidéo. Alors la vidéo sur le vif, on va dire, hein, puisqu'on n'a pas le temps de récidiver, de faire des prises, de construire quelque chose, mais enfin de ramener des images pour pouvoir partager avec les gens qui s'impliquaient sur le projet, puis les gens qui ne connaissent pas la cavité. Donc pour ce faire, j'ai dû trouver des gens qui soient à la fois de très bons spéléos et de très bons plongeurs et qui maîtrisent des techniques spécifiques de plongée en recycleur et au mélange. Et c'est donc Jérémy Prieur et Damien Vignol qui ont accepté de s'engager dans ce projet, et également Nicolas Jossot et Jean-Claude Dufaux qui nous ont aidés l'année où le premier siphon n'avait pas été pompé, où il fallait plonger le premier siphon pour pouvoir après accéder au deuxième siphon. Le second siphon de la grotte du Banquier est en fait une succession de 2 passages noyés entrecoupés par un petit lac dans lequel il faut partiellement se déséquiper, poser les palmes et marcher chargé. La sortie du deuxième siphon se fait en fait au pied d'une petite paroi qui a été atteinte par Jean-Marie Colomina du GERSAM au tout début des années 80. On y retrouve l'actif qui sort par un tout petit trou et il faut à nouveau se déséquiper, poser les palmes, escalader un redent, redescendre derrière pour arriver dans un petit lac qui va précéder le siphon 3.
Le second siphon mesurait environ 150 mètres à 3 mètres de profondeur. Et le troisième siphon, qui a été exploré par Daniel Baraille du groupe Cabus Montpérou en 1982, se développe lui sur à peu près 200 mètres et va déboucher dans une belle galerie exondée dans laquelle il y a 400 mètres à parcourir, à progresser, charger justement pour atteindre le cinquième siphon. Le cinquième siphon est le plus long et le plus profond de la cavité. D'ailleurs, c'est l'obstacle majeur en plongée. C'est à cause de lui qu'on est obligé de plonger avec des recycleurs à circuit fermé, comme on voit sur ces images. Il mesure presque 600 mètres et 35 mètres de profondeur. Il nous faut à peu près 30 minutes pour le franchir, dans la mesure où on a juste du franchissement à faire et pas de travail particulier. Quand nous l'avons topographié, il a fallu beaucoup plus de temps. Nous avons donc eu des paliers de décompression et on a eu aussi un petit peu froid puisque comme il faut progresser en spéléo entre les siphons, on ne peut pas y aller trop équipé, trop protégé, trop isolé au niveau des vêtements. Il faut donc des combinaisons qui soient assez fines pour ne pas avoir trop chaud quand on crapahute entre les siphons, mais suffisamment pour ne pas avoir trop froid dans les siphons si on s'y attarde un petit peu. Ce siphon a été exploré intégralement par l'équipe du CRPS de Marseille, par notamment Marc Douchet et Patrick Bolagno, avec tout le reste de l'équipe qui les a aidés. Et ils ont été jusqu'au terminus connu de la cavité, jusqu'au terminus du S7. Et ces explorations sont étalées sur plusieurs années, jusqu'au début des années 2000. On voit que les plongeurs ne font pas de bulles sur ces images, c'est parce qu'ils sont équipés de recycleurs à circuit fermé. Ce sont des appareils qui recyclent le gaz, comme leur nom l'indique, et qui permettent en même temps de l'optimiser, puisqu'on va avoir un seuil d'oxygène optimisé dans le mélange, ce qui permet de moins se fatiguer au niveau de la physiologie et de réduire les temps de paliers de décompression qui sont souvent frigorifiques dans ce type de plongée. Ils ont en plus l'avantage qu'on n'émet pas de bulles, ce qui fait qu'il n'y a pas de bulles qui vont aller ramoner le plafond et décrocher des sédiments au risque de dégrader la visibilité, notamment sur le retour. Au point bas de ce siphon, on a environ 400 mètres du départ. On a un immense canyon qui est surcreusé, qui est magnifique, où la galerie fait plus de 12 mètres de haut. Et c'est une forme assez peu commune dans nos régions. Déjà, ce sont des dimensions exceptionnelles pour le secteur, pour la région des Grands Causses. Et en plus, une morphologie vraiment spécifique.
La sortie du 5e siphon s'effectue dans une grande salle un petit peu chaotique, dans laquelle on tombe immédiatement sur une escalade de 6 mètres à franchir pour atteindre très rapidement le 6e siphon de la cavité. Il faut savoir qu'un obstacle de ce type, qui peut paraître assez anodin, assez bénin pour une progression spéléoclassique, là on est actuellement à 3 km de l'entrée avec plus d'1 km de passage noyé derrière nous, ce qui fait que l'engagement est tout autre dans la mesure où le moindre problème ici générerait des grosses difficultés au niveau du sauvetage. Il suffirait de se fouler une cheville pour avoir beaucoup de mal à ressortir. Le siphon 6 est un passage magnifique, très spacieux, mais qui est très très court. Il est précédé d'un long lac de 90 mètres de long, et lui-même est très peu long. Il fait quelques dizaines de mètres pour 6 mètres de profondeur, et émerge également au pied d'une autre escalade. La vasque de sortie du 6e siphon est vraiment magnifique, puisque l'eau est très claire, assez profonde, bordée de calcaire très clair également, qui renvoie bien la lumière. Et elle se prolonge par une escalade qui livre l'accès à plus de 350 mètres de galeries spacieuses, très propres, lessivées. On voit bien que quand il y a des crues, tout le courant passe par ici, puisqu'il n'y a aucun dépôt, avant d'atteindre l'ultime siphon de la cavité qui marque le point terminal. Sur ce projet banquier, bien sûr qu'on espérait, on caressait le secret espoir de découvrir des galeries vierges, de faire ce qu'on appelle de l'exploration. Mais l'objectif principal était d'abord de cartographier intégralement la cavité, puisqu'il y avait plusieurs kilomètres qui n'avaient pas été cartographiés, ça restait à faire, qui n'avaient pas été filmés non plus, et dans laquelle on a également fait des mesures de température et de conductivité. Et la particularité de cette cavité, c'est que pour la cartographier, il a fallu choisir des techniques différentes, puisqu'on ne cartographie pas de la même façon les parties noyées. On a une instrumentation spécifique qui permet d'aller dans l'eau et qui fonctionne dans l'eau. Et pour les galeries exondées, par contre, on a du matériel différent. Et donc il a fallu emporter ces deux types de matériel, donc on était doublement chargés, et mettre en œuvre ces techniques en fonction des types de progression auxquels on était confrontés. Le 7e et dernier siphon de la cavité est le dernier connu, puisqu'il se développe sur un peu plus de 100 mètres, descend à 15 mètres de profondeur et finit par buter sur une immense trémie, c'est-à-dire un colmatage de gros blocs qui obstrue complètement la cavité et ne permettent pas de passer au travers. Donc l'eau y circule, c'est sûr, mais nous on n'a pas pu y passer, donc c'est le point ultime et ce qu'on appelle le terminus de la cavité aujourd'hui. Je suis Nicolas Liénard, l'hydrogéologue au conseil départemental de l'Hérault. Alors nous avons un partenariat avec l'Arzac Explo Céladon et la communauté de communes pour leur apporter un soutien technique, scientifique et logistique, notamment dans le cadre de la réalisation des traçages hydrogéologiques. Donc, dans le cadre de l'opération du banquier, nous avons fourni 1,5 kg de fluorescéine qui a été injecté dans la rivière souterraine par l'équipe de Spéléo. Et nous avons du coup posé du matériel, les fluorimètres, à la source de la Bergère, où nous avons été filmés tout à l'heure, et à la source de l'Avocat, qui sont les deux sources principales de la vallée de la Bresse sur Saint-Étienne-de-Gourgas. L'expérience nous a permis de montrer que la grotte du Banquier communique avec ce réseau de sources Avocat-Bergère dans un temps identique, avec une restitution au bout donc de 18 jours
que nous verrons sur la courbe un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, nous allons installer un fluorimètre. C'est un appareil électronique qui permet de détecter les colorants que l'on a mis dans la grotte du banquier. L'appareil permet de détecter 3 colorants différents, donc on peut faire 3 expériences en même temps. Donc je relie le fluorimètre, la grosse sonde en métal, à son enregistreur qui possède une batterie, et on insère une carte mémoire pour mémoriser les données qui seront enregistrées par l'appareil. Il est d'un usage très simple puisqu'on peut le paramétrer avec les petits commutateurs. Ensuite, on dépose la sonde dans l'eau, directement dans le flux d'eau, en faisant attention de l'orienter dans le sens du courant. Ensuite, on lance l'appareil de mesure à la fréquence qui a été paramétrée. Il ne reste plus qu'à le fermer et l'appareil va réaliser des mesures à la fréquence voulue. Nous réalisons souvent des mesures toutes les 15 minutes. Donc là, l'appareil est en train de faire une mesure. On va le laisser terminer sa mesure. Voilà, c'est fini. On peut l'éteindre. On va extraire la carte mémoire et puis la mettre de côté. Et on va pouvoir le refermer pour le transporter et enlever la sonde. Là, l'injection des spéléos elle a été faite donc, le 31 juillet donc 2021 là, à 16h, donc on va le retrouver sur le graphique. Et donc sortie première arrivée, c'était le 18 août. Donc 18 jours de transit pour le colorant. C'est énorme. Et on voit bien donc la restitution qui démarre très nette à l'écran, donc avec une belle montée sur la courbe de fluorescéine pour aller un petit peu au-delà des 7 microgrammes par litre. Et puis une descente qui est assez rapide finalement, avec un pic assez rapide. Le pic il se fait au bout de 22 jours. Et puis à partir du pic, donc on va avoir une restitution qui va durer à peine une vingtaine de jours pour repartir à zéro. Et donc, sachant qu'on n'a pas eu de phénomène de crue entre les deux, puisqu'on a une conductivité de l'eau qui est restée assez stable. Et puis on n'a pas été perturbé non plus par la turbidité. Donc là on a une mesure toutes les 10 minutes. Donc avec vraiment une certitude. Et puis quelques échantillons d'eau ont été confiés à un laboratoire pour valider. Et ce type de courbe-là, donc, il annonce un débit constant, du coup, puisqu'il y a la montée régulière et la redescente aussi. Donc, oui, comme on n'a pas eu de phénomène de crue, on était quasiment à débit constant. Donc là, on va pouvoir faire des calculs après au bureau pour établir le pourcentage de restitution, mais on est quasiment sûr qu'on a récupéré 100% du colorant. Seulement, il s'est réparti sur l'avocat 1, l'avocat 2, l'avocat 3, l'avocat 4, bergère 1 et bergère 2. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour faire des calculs. Les équipements qu'on a mis en place en 2020, ils sont restés 2 ans dans la cavité, donc il a fallu quand même en 2022 renettoyer tout le site et rendre la grotte comme elle était à l'origine, c'est-à-dire enlever le câble, les équipements, les échelles, tout ce qui nous permettait de pomper. Donc c'est une opération qu'on a fait septembre 2022 pour rendre la cavité à la nature comme elle doit l'être normalement. Et puis voilà, finir banquier, c'est 5 ans d'exploration, c'est 150 spéléologues, mais derrière voilà, c'est d'autres projets qui sont là. Alors on pense à des traçages en partenariat avec le conseil départemental, mais il y a un objectif qui arrive pour 2023, ça sera les vents de Soubès, qui est une cavité majeure qui est située sur la commune de Soubès, dans le cirque karstique qui est pas très loin de la grotte du banquier, mais qui n'a rien à voir dans le réseau. Et les vents de Soubès, ça va être la nouvelle priorité. Et on va topographier, filmer, essayer d'aller plus loin pour que la connaissance avance et qu'on ait toutes les billes en main pour les générations futures.
Merci, merci, merci. Bon, ça vous a plu? Oui. Bon, alors, ça va. Bon, je vais... si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, parce que c'est le moment. Hein. Donc déjà, je vais inviter Laurent Guizard à me rejoindre. Ah ouais, le président de l'Arzac Explo. Voilà. Donc, voilà. Arnaud, le buzz aussi, directeur des eaux. Pardon, Panda, voilà. Après, Mathieu, je crois, Mathieu Catala. Je pense que tu peux venir aussi. C'est pas grave qui est le boss, tu peux venir aussi. Nicolas Liénart aussi. Ah oui, allez. Tu veux que je me mette là? Voilà, je me mets au milieu. Faut que j'avance? Voilà. Et ensuite, Philippe Vernon, où tu es? Tu peux venir un petit peu. Attends, je vais arrêter ça. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ces explorations? Du moins, pour les spéléos, je sais que vous avez peut-être déjà pas mal de réponses, mais voilà. Donc, alors attendez, il y a peut-être 2 micros, je ne sais pas. Ah, il est là le deuxième micro. Sur l'explo proprement dit, non. Mais est-ce que vous en avez, est-ce qu'il y en a une cartographie qui est accessible? Vous l'avez déjà d'affiché là-bas. Mais elle était cachée. Ouais, elle est téléchargeable elle était cachée parce que on voulait pas que les spéléos s'agglutinent autour. En fait. Oui, voilà, c'était la mettre à l'entrée, c'est dangereux. Mais après, elle est téléchargeable. L'Arzac Explo, c'est là donc. La topographie est téléchargeable. La dernière version a été mise en ligne. Ce qui permettra de comprendre comment sont disposés les siphons. C'est ça, exactement. Vous regardez un peu tout à l'heure là-bas. Après, d'autres questions? Alors, ce n'était pas une question. Moi, je suis Hubert Borg. Juste pour apporter une précision, il y a eu des topos réalisés dès les années 60. Voilà. Donc, voilà. Il y a eu avant. Il y a eu des bases. Non, mais les topos les plus récentes, je veux dire, les topos faits avec les appareils qui sont un peu plus sophistiqués aujourd'hui. C'était juste une petite précision. Bien sûr. La deuxième précision, la cavité a servi de cavité école pour les guides spéléo du Larzac de 78 à 98. Et après, bon, on a changé de coin. Troisième élément à savoir, ce qui est intéressant dans votre film et dans le résultat qui est phénoménal, parce que bravo, moi j'ai déjà participé à des pompages avec le Gersam sur la cavité dans les années 74. C'est d'abord un travail humain phénoménal et ça porte, c'est ça qui est important, ça porte une preuve pour justement les générations futures, mais aussi les générations actuelles. Parce que ça alimente justement et ça vient neutraliser tous les projets pharaoniques que l'on propose sur le Larzac, notamment le projet photovoltaïque sur le secteur de la Calmette, le Luc, le Cros, sur la commune du Cros. Et donc ça prouve qu'il n'y a pas de rivière souterraine pérenne, hein, comme on voudrait bien nous le faire croire, parce que le projet photovoltaïque, c'est pour créer justement, casser des molécules d'eau pour en faire en tirer de l'hydrogène. Donc ce travail est remarquable, vous l'avez mené à bien, et je vous félicite, hein, vraiment, ça a été pas facile certainement, mais vraiment, pour la suite, pour Soubès, j'espère que vous aurez autant de réussite. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, en effet, la topographie, elle est pas inédite dans sa totalité. Il y a des gens ici dans la salle qui ont commencé même avant les années 60. Mon papa, qui est juste là, a commencé, lui, avec le papa de Jean-Paul Paloc, à travailler aussi sur la cavité dès 1952.
Donc la topographie, la toute première topographie, elle a été levée par le groupe Valo. Et ensuite, quelques bribes de topographie ont été faites dans les années 50. Après, notre topographie de référence a été celle du GERSAM, vous en parlez, vous avez raison. On s'est inspiré de cette topo-là parce que c'était la plus complète et c'était celle qui avait été faite dans les années 80. Quoi. Donc, voilà. Alors, les gens du GERSAM qui sont dans la salle, on n'a rien inventé, mais c'est vrai que la synthèse globale n'existait pas. Par exemple, la topographie des siphons est inédite, c'est-à-dire que depuis le siphon 5 jusqu'au siphon 7, ça n'avait jamais été levé parce que les Marseillais, ils n'avaient pas cette vision-là à l'époque. Ils avaient la vision de l'exploration, mais la topographie, ça passait un peu derrière. Quoi, voilà. Et puis donc voilà, après il y a quelques parties de la cavité qui sont inédites aussi. Le but, c'était de faire une synthèse et que 100 ans après la découverte, presque, ben voilà, avec toutes les générations qui ont travaillé et œuvré sur la cavité, des spéléologues qui ne sont plus là aussi, voilà, parce que le temps a passé, et ben, qu'on puisse faire quelque chose de global, accessible à tout le monde, et surtout accessible à tout le monde et libre de droit, et qu'on peut voilà, télécharger, comme dit Laurent, sur le site internet. Voilà. On a essayé de respecter la topo d'origine du GERSAM, qui était la plus complète, en respectant tous les noms qui avaient été donnés, en espérant ne pas s'être trompé. Je pense pas. Le plus possible, parce qu'il y avait beaucoup de noms, alors on n'a pas pu tout reprendre sur la topo. Voilà, c'est tout. D'autres questions? La bombe du Duc, là, est-ce qu'elle a un rapport avec la bombe du Duc? C'est celle qui est au milieu du cirque? Monsieur Lienhardt. Non, tu sais pas? Je sais pas, j'y suis jamais allé. Oui, alors la bombe du Duc, en fait, oui, elle a un rapport. Alors peut-être Philippe, tu vas pouvoir nous éclairer, ou Nicolas, vous allez pouvoir nous éclairer comment ça marche, un réseau karstique. Parce que, voilà, en fait, les gens de Saint-Étienne, vous le savez, ça sort à plusieurs endroits quand il pleut. La grotte du Banquier, bon, c'est celle qui est la plus développée. Puis il y a d'autres exutoires, comme la bombe du Duc, les ventes de Gourgas, je pense notamment aussi à les ventes du Bakou. Donc il y a plusieurs ravins qui coulent. Oui, tout à fait. Donc peut-être, je ne sais pas, là, les hydrogéologues ou karstologues peut-être peuvent répondre, est-ce que ça sort partout? Pourquoi ça sort partout? Il faut que tu m'emmènes là-bas, puis qu'on analyse l'eau et on répondra à la question de monsieur derrière. Ça m'a l'air un peu perché, la résurgence en bas de la bombe du Duc par rapport au niveau de base du Banquier. Donc on a certainement une nappe d'eau en fait, dans le calcaire qui est perché à un certain niveau. Ces jours-ci, le débit de ce débit-là était plus important que celui d'avant. Parce qu'il y a eu des précipitations sur le plateau, le temps que ça s'infiltre. Ensuite, on met la distance aérienne par rapport à la distance souterraine, il faut se méfier. Là-haut sur la source, elle a le cheminement qui est des fois différent, vous le savez bien. On va l'analyser. Oui, si tu veux. Ça ferait une analyse de plus. Hein. On aime bien venir ici. D'autres questions? Bien que cela ne soit pas le terme adéquat, le bassin versant, est-ce qu'on a une idée de la topographie au sol sur le Larzac, de combien de kilomètres carrés sortent là-dedans? Est-ce que vous pouvez dire, tiens, cette goutte d'eau, elle va là, ou celle-ci, elle va à côté? Est-ce qu'on a une idée approximative de la surface réelle? Alors, effectivement, le bassin hydrogéologique, le bassin versant, ça m'ira très bien. C'est effectivement la goutte de pluie qui va rejoindre la source, les sources Banquier, avocat bergère. Alors, pour faire ce que vous nous dites, délimiter, il va falloir injecter du colorant un peu partout pour voir si ça en va à Gournéras, à Gournéro, si ça en va à la Vis, etc. Alors, il y a la coloration intra-banquier, vous l'avez vu, les personnes spéléo ont mis du colorant dans la rive souterraine. Ça, c'est vu, ça n'a jamais été fait, c'est fait. Par contre, au-dessus, si on remonte à Saint-Pierre-de-la-Fage, on va retrouver la veine du Cochon, qui est pas très loin, on va dire, géographiquement, là, du Banquier. Historiquement, pour ceux qui le savent maintenant dans la salle, historiquement, ça sortait à l'avocat. Le Cochon, sur la carte géologique du BRGM, il y a un trait qui dit au Cochon, ça va à l'avocat. Alors, cet été, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'année dernière, ils ont été mettre du colorant, je leur ai donné dans la veine du Cochon, 2 colorants, à 2 endroits différents, et tout est sorti à Gournéras. À l'opposé. À l'opposé. Alors là, la délimitation du bassin hydrogéologique dont vous parlez, elle a pris une claque directement. Ce qui ne veut pas dire que la première expérience qui avait été faite dans les années 60 est fausse. C'est juste que là où nous on a mis le colorant,
C'est parti dans la C'est des malins, ils n'ont pas mis le gouvernement au même endroit, alors je ne peux pas vous dire. Cette année, c'est prévu qu'on le refasse, on va mettre le gouvernement au même endroit qu'à l'époque, au puits de Gravagne. Et puis, je vais mettre l'appareil comme vous avez vu dans la vidéo à la source de l'avocat Bergère. Puis on verra bien s'il y a eu un petit souci à l'époque où ils ont fait de la coloration. Des fois c'était avec des charbons actifs, alors il suffisait que le charbon traîne un petit peu dans la voiture ou dans l'atelier, il se chargeait en fluorescine s'il y en avait. Ou on va voir si ça part effectivement à Gournera. C'est là on sera en mesure de vous délimiter la partie est du bassin hydrogéologique. La partie nord, on a encore un petit peu du mal. Après il va y avoir le saut du Lièvre, que les spéléos connaissent, il va falloir retracer le saut du Lièvre, qui sort étonnamment à une vitesse fulgurante à l'avocat. Ce serait le top record du plateau. Ça, c'est du jamais vu. On va le refaire aussi parce qu'on s'étonne de ces vitesses. Et puis pour la partie ouest, alors on arrive un peu sur Bronzénadoyer, la veine des Perles, le réseau de Sud-Ouest. Là, on voit qu'il y a une limite qui se fait puisque la veine des Perles sort sur Sud-Ouest mais ne sort pas sur l'avocat. Donc la limite ouest, on commence déjà à la connaître. Et c'est un travail de fourmi parce qu'on n'a pas des avennes, les spéléos le savent, il n'y a pas des avennes de 300 mètres avec des rivières souterraines en bas. Alors c'est un peu compliqué d'aller mettre du colorant partout. Donc il faut déjà avoir une cavité qui descend suffisamment profond. Et puis quand on ne peut pas, on a fait comme au 2M, ce qui a été organisé par l'Arzac Expo, il faut demander aux pompiers de venir nous mettre de l'eau pour pousser un maximum le traceur. Donc ça ne saurait tarder, c'est dans les projets de l'Observatoire du Karst de délimiter. Parce que si on délimite, on peut quantifier. Vous avez bien dit, la goutte de pluie, Jean a parlé de 1400 mètres cubes d'eau qui sort, mais si on arrive à faire le bassin, avec la quantité de pluie qui tombe, on va pouvoir évaluer la quantité d'eau qui va être stockée ou qui va pouvoir sortir, et potentiellement pour les collectivités, quelle population on peut accueillir sur un territoire. D'autres questions? Bonne idée. Bon. Alors moi par contre, avant de clôturer cette aventure, parce que vous l'avez compris, avant tout c'est une aventure humaine, alors moi je vais parler à titre personnel. Parce que je vais parler à titre personnel. Alors c'est rare parce que généralement on parle toujours au nom du collectif, voilà. Donc moi je tiens à remercier quand même, parce que seul on fait rien. On a une idée, le jour, puis on appelle des copains, et puis on dit tiens j'ai une idée. Le mec dit pourri ton idée, alors dit non, elle est très bien ton idée. Il y a des gens qui nous accompagnent tout au long de ce projet, et c'est vrai que bon ça se fait pas tout seul. Alors, après on rencontre des gens super sympas, super intéressants, plus intelligents que nous, hein. Des scientifiques, il y a des mecs qui mettent des colorants dans les rivières, qui font comment ça va vite et comment ça sort. Bon, nous les spéléos, on les aide un peu, puis il y a le directeur des eaux qui vient et qui nous dit moi j'aimerais bien avoir cette idée-là, mais donc là tout ça, on essaye de faire ce truc et banquier. Ça a démarré donc il y a 5 ans, et c'est vrai que avant tout c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'amitié. C'est-à-dire que là-dessus il y a des amitiés qui sont nées et qui sont consolidées aujourd'hui grâce à ce projet. Il faut savoir, c'est important parce que ça nous permet de continuer l'aventure sur d'autres grottes, d'autres qualités, puis toujours en exerçant notre passion. Donc il y a 3 personnes que je veux moi personnellement remercier. La première, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est très loin, c'est Didier Lescure. Et Didier Lescure en fait, ce gars-là, ça fait 5 ans qu'il squatte chez moi, tous les étés, pendant 18 jours. Et en fait, c'est super dur parce qu'en fait, il fait du filet mignon au maroilles. Tu peux avec sanglier tout le temps. Il y a des expressions, il vient du Berry. Donc il y a des expressions qu'on ne comprend pas ici. Les sangliers, en fait, on ne peut pas. On peut pas faire parce que, en fait, il est topographe, il est intendant, il est spéléo, et surtout, il me supporte. Depuis tout ce temps, depuis 5 ans. Après, grâce à lui, j'ai fait une consommation de Doliprane terrible, parce qu'il n'arrête pas de parler comme moi. On saute sous là en fait. Mais voilà. Donc du coup, Didier Lescure, il n'est pas là. C'est possible. Hein, c'est possible. C'est possible. Des gens qui connaissent Didier Lescure te le confirmeront. Mais c'est une pièce majeure du projet banquier. Je peux dire à moi qui suis très souvent avec tous les deux. Oui. Et Didier Lescure, bon, il n'est pas là parce qu'il habite à Châtillon-sur-Loire. Truc que personne ne connaît, mais lui il connaît, il parle tout comme ça, donc voilà, je voulais lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui compte énormément, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu faire tous ces kilomètres, mais qui est avec nous par la pensée. Ensuite, il y a Cindy. Alors Cindy Ossenac, elle partage ma vie depuis 5 ans, la pauvre. Et alors elle entend parler de la grotte du banquier le matin, le midi et le soir, et même la nuit, pour parler, j'en parle. Donc voilà. Dès les premières sorties, elle a été une pièce majeure du puzzle. Donc elle a attendu la nuit, très tard, préparé les repas,
écouter les récits interminables, féministes, politiques, répétitifs, sans broncher, fait la vaisselle avec l'eau du robinet, très cher à elle et à France Inter, beaucoup rire France Inter, et pendant que les topographies étaient sorties des carnets et des ordi, elle faisait la vaisselle, elle préparait les petites mains pour nous faire à manger quand on arrivait des expos, donc ça va. Alors quoi que certains en pensent, et Laurent, Marie Boton, elle est un maillon essentiel extra-collectif de cette histoire. Et elle méritait bien la première page du Spéloba, quand même, et la photo d'affiche de la soirée. Voilà. Non pas parce qu'elle partage ma vie, mais parce qu'elle me supporte aussi. Donc, il fallait quand même, voilà. Donc, je pars toujours à titre personnel. Et pour finir... Merci. Voilà. Et pour finir, le monsieur qui vient de parler, sans lui, je ne serais pas là, et on ne serait pas là, et on n'aurait pas vu tout ça. Donc voilà, Laurent Guizard, par une nuit étoilée très très arrosée à la vodka. Au fin fond du Kyrgyzstan, dans un désert complètement perdu, l'idée de réaliser une synthèse de la grotte est née. Voilà. Je pense que ce jour-là, nos idées embrumées ne nous ont pas permis de nous rendre compte de dans quoi on s'engageait. Il n'empêche que 5 ans après, on a fini notre délire, comme tu dis. Tu répètes souvent d'ailleurs. Donc je tiens à te remercier d'avoir cru en ce projet, d'avoir mis toute cette énergie à l'ouvrage et de faire parfois des choses que tu détestes. Comme parler en public. Ce rêve de synthèse, on l'avait tous les deux depuis plus de 20 ans, pour les raisons que tu sais. Et au-delà de notre dégoût de la rétentionnité aiguë du nombrilisme spéléologique qui existe, et qui nous fait des boutons, notre vision commune de la passion et l'amitié qui nous lie a permis de réaliser l'impensable. Sans ta mauvaise humeur, qui est aussi mauvaise que la mienne, sans ta folie souterraine tant en escalade qu'en désordre, sans ton horreur de l'eau, c'est paradoxal, le mec il n'aime pas l'eau, il est sous terre, il nous fait de l'eau. Voilà, et sans nos longues discussions qui nous permettent d'arriver au fond de la grotte plus facilement, rien de tout cela n'aurait été faisable. Sache-le. Chat sauvage et discret, tout l'inverse de moi, tu as souvent pris sur toi au milieu du collectif en évitant de frapper les gens, et je t'en remercie. Tu as aussi souvent supporté mes humeurs et mes idées folles. Tu es un Carcy, je te le confirme, c'est indéniable. Un monomaniaque souterrain tout comme moi, à croire que la folie permet d'arriver de grandes choses. Je t'offre donc, parce que je te l'ai promis, quelque chose que je n'ai pas ramené du Kyrgyzstan, mais cette bouteille de vodka, qu'il nous faudra donc finir. Je n'en vois plus, je vais la nourrir. Qu'il nous faudra donc finir en nous montrant dignement à tous ceux qui pensaient qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Je vous remercie. Arnaud, tu veux dire quelque chose peut-être concernant... Oui, au bout qui parle lui, je vais être une boule. Alors après, autant de beaux discours, c'est difficile de prendre la parole. Au nom de la communauté de communes, je voudrais remercier l'Arzac Explo et en particulier Jean et Laurent parce qu'effectivement, ils ont été une pièce majeure de ce qu'on a pu initier en fait, sur le territoire concernant la protection de la ressource en eau et concernant la connaissance du karst, parce que comme vous avez pu vous en apercevoir, l'accès à la connaissance il est très compliqué, il faut agréger beaucoup de compétences. Et de cette rencontre qu'on a eue il y a 3 ans, sont nées beaucoup d'autres belles rencontres. Et puis au moment où on se parle, eh bien, il y a de beaux projets qui naissent. On se rapproche de l'université de Montpellier, on continue à travailler de plus en plus avec le département, on a le DRGM qui va nous rejoindre. Et cette question de la préservation de la ressource pour les générations futures, ça a été souligné, est vraiment un point essentiel. Et pour ça, en fait, il faut qu'effectivement de telles aventures humaines se passent. Et tout ça, on va dire, dans la bonne humeur, avec beaucoup de bénévoles. Il faut imaginer que nous, en fait, collectivité, si on allait chercher dans le privé autant de compétences, ça nous coûterait énormément cher, ce ne serait pas possible. Donc s'il n'y a pas des gens de conviction comme l'Arzac Explo et puis tout le groupe qui est autour d'eux, qui mouille la chemise et pas que la chemise, pour aller chercher ces connaissances, on s'en tire pas en fait, les collectivités n'ont pas les moyens. Donc au travers de cette convention, c'est toute cette belle aventure humaine en fait, qui allie les acteurs du territoire, la collectivité,
collectivités et toutes les structures autour qui permettent d'avoir en fait ces connaissances et de protéger les ressources. Voilà. Merci à vous, grand merci à vous. Jean, je voudrais juste dire un mot sur ce que vient de dire Arnaud. À l'échelle du département, ce qui est fait ici, c'est pas fait ailleurs. Parce que moi, je ne travaille pas que sur le lot des voies Larzac, hein, c'est très agréable. Il y a d'autres endroits sur le département où la question de l'eau est aussi problématique que chez vous. Et il n'y a pas cet engouement, cette dynamique collective par les SPDO. Donc, Jean le dit avec rudesse, mais effectivement, garder l'information, ça ne fait pas avancer les choses. Et quand on veut porter une démarche, comme le dit Arnaud, pour préserver la ressource, pour la protéger, la première des choses, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut des données, des informations. Mais les informations, c'est les SPDO, c'est tous les SPDO de la salle qui la ramènent en revenant de leur exploration, en revenant de leur visite sous terre. Ils ont vu des choses, ils les décrivent avec leur langage à eux. Et puis, on arrive au niveau hydrogéologique à reconstituer, à faire des hypothèses. Et puis, effectivement, on peut remercier monsieur Vodka à côté de moi, parce que lui, au niveau hydrogéologie départementale, il a des idées de malade. Le passage de la veine du cochon qui sort à Gourneras, c'est lui. En bas du cochon, au bout, ils explorent, puis ils voient le l'eau qui file, ils disent ah, ça file vers le nord. Alors, le nord, c'est pas l'avocat. Le nord, c'est la vis. Ah bon. Alors, on met du colorant, puis c'est parti. À la veine des perles, on a voulu refaire une coloration qu'on avait déjà faite. C'est moi qui l'ai faite en 2013. Je dis, on va enlever tout, le colorant, il a une voie. Ça a l'air de passer un peu. C'est gros comme ça. Et puis 3 semaines après, ça a fait 300 mètres de plus. Donc, il y a des gens qui sont passionnés, et grâce à eux, à l'échelle de la science, on peut avancer. Merci à vous. Merci. Vas-y. Moi, je tiens à remercier tous les SPO qui ont participé à la salle. Et pour ça, nous leur offrons, nous leur donnons la topographie. Bon, vous pouvez déjà la consulter sur le grand panneau qui est là-bas, qui était voilé tout à l'heure, qui maintenant il est voilé, et la télécharger sur Larzac Explo, c'est là-dedans, sans aucun problème. Voilà. Le topo appartient à tout le monde. Voilà. Merci. Voilà. On va vous proposer de boire de la vodka parce que c'est un peu chaud là quand même. Mais par contre, voilà, on va faire un petit pot voilà, pour clôturer ces 5 années là. Voilà. Monsieur le maire, peut-être vous voulez clôturer. Voilà. Donc on va préparer voilà, l'apéro. Vous êtes tous bien évidemment. Hein? Ah oui. Excusez-moi, je vous donne le micro, monsieur le maire. Il y a une expo photo. Vous avez eu des petits flyers qui est à la médiathèque, qui était gratuite et qui est à partir de demain et qui est jusqu'au 5 novembre. Je ne me trompe pas, c'est ça? Jusqu'au 5 novembre, voilà. Donc vous y retrouverez les photos de Bernard Galibert qui est dans la salle, vous retrouverez des photos de Serge Caillot, des photos de Philippe Crochet, des photos de Franck Vasseur et bien sûr la topographie exposée voilà, pendant 1 mois. Et gratuite bien sûr. Le maire ne voulait pas rajouter grand-chose. Je voulais simplement vous remercier tous de cette exploration. C'est vrai que c'est un peu d'intérêt. C'est de curiosité aussi de voir la grotte. Parce que quand on est un jeune, ici, c'est une nouveau gâte, la grotte du Banquier. On fait les 300-400 premiers mètres, on arrive au lac, on regarde ça, et puis c'est fini. Et puis on ne se rend pas compte que ça se poursuit sur une douzaine de kilomètres. Comme on le disait Arnaud aussi, pour moi, président de la communauté de communes, c'est notre rôle de mieux connaître notre ressource pour la préserver, parce qu'il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Et parce que c'est une richesse qui prendra encore plus de valeur dans les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire, puis pas d'exploration du reste, parce que la communauté est grande, le plateau est grand, il y a plein de choses à voir et à comprendre. Et puis écoutez, on va passer à l'apéritif. Et puis s'il y a quelques bonnes volontés pour nous aider à ranger les chaînes, c'est parfait.